Le marché de l'entreprise, donc une étape du marketing stratégique, c'est le diagnostic externe, hein, celui qui va consister à analyser le marché. Alors le marché, on va regarder deux choses. On va regarder d'une part la demande, hein, donc les gens qui recherchent le produit, finalement les consommateurs, et de l'autre côté, on va s'intéresser à nos concurrents. Alors, les consommateurs, si on regarde la population totale de la zone géographique sur laquelle on est, on va avoir, sur laquelle on cherche à vendre nos produits, on va pouvoir la séparer assez facilement et intuitivement en deux parties. D'une part, les consommateurs et d'autre part, les non-consommateurs. Donc, les consommateurs, c'est les gens qui consomment notre produit ou celui de notre concurrent, et les non-consommateurs, ceux qui ne consomment pas de produits. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne consomment pas de produits? Enfin, il peut y avoir plusieurs types de non-consommateurs. Les premiers, c'est les non-consommateurs absolus. Non-consommateurs absolus, ils ne consomment pas le produit et ils n'en consommeront probablement jamais pour des raisons qui peuvent être par exemple des allergies, qui peuvent être des raisons médicales. Par exemple, puisque nous on s'intéresse particulièrement au marché du vin, les anciens alcooliques, pour raisons médicales, ne peuvent plus consommer d'alcool et donc, a priori, ne consommeront pas ou ne consommeront plus de vin. On va, a priori, pas chercher à leur en vendre parce qu'on n'est quand même pas des salauds à ce point-là. Ensuite, il peut y avoir d'autres raisons. Il peut y avoir des raisons de type religieuse. Hein, par exemple, si je vends du porc, je sais que les musulmans ne consomment a priori pas de porc et n'en consommeront probablement pas. Donc voilà pour les raisons, donc allergies, religieuses, voilà. Mais il y a des personnes qui ne consomment pas les produits aujourd'hui et qui en consommeront peut-être un jour. On parle de non-consommateurs relatifs. Eux ne consomment pas les produits. Pourquoi est-ce qu'ils ne consomment pas les produits? Peut-être qu'ils ne connaissent tout simplement pas nos produits. Ils ne peuvent pas le consommer si jamais ils ne sont pas en contact avec le produit, s'ils ne le connaissent pas. On peut avoir des gens qui ne consomment pas nos produits parce qu'ils n'ont pas l'âge. Je reprends l'exemple du vin. Les mineurs ne consomment pas normalement de vin et en tout cas ils ne peuvent pas en acheter, mais même si quelqu'un l'achète pour eux, ils ne sont pas censés en consommer. Et donc de fait, ils n'en consomment pas aujourd'hui, mais ils en consommeront peut-être, probablement plus tard. Vous pouvez avoir des non-consommateurs relatifs qui ne consomment pas le produit, tout simplement parce qu'ils le jugent trop cher par rapport à leur revenu. Le prix est trop élevé par rapport à leur revenu, ils n'en consomment pas. Parmi les consommateurs, là aussi on fait deux catégories. Première catégorie sont les clients de l'entreprise. Ceux-là, on va les chouchouter, on va essayer de les garder. À la limite, on va même essayer de faire qu'ils en achètent un petit peu plus souvent. Et puis, on a d'autres consommateurs qui consomment les mêmes produits que ceux qu'on vend, mais pas les nôtres, ceux de la concurrence. Petite parenthèse, comment l'entreprise peut faire pour augmenter son chiffre d'affaires en utilisant cette approche consommateur-non consommateur? Première solution, c'est d'aller piquer des parts de marché aux concurrents. Je vais aller récupérer, essayer de faire en sorte que les clients des concurrents arrêtent d'acheter aux concurrents et achètent à moi. Première solution. Deuxième solution, c'est une solution qui consiste à aller vendre les produits aux non-consommateurs relatifs. On a dit que non-consommateur absolu, c'est compliqué. On va aller récupérer des non-consommateurs relatifs. Alors, généralement, quand on fait ça, ça nous profite à nous, ça profite aussi aux concurrents, et finalement, tous les acteurs du marché, enfin, tous les acteurs de l'offre sur le marché sont contents. Évidemment, on peut combiner les deux solutions. La concurrence, alors un petit peu de vocabulaire. Donc sur ce magnifique podium, je crois qu'il faut savoir reconnaître quand un podium est bien dessiné, on va avoir en 1 le leader. Le leader, c'est celui qui a le plus de parts de marché, celui qui souvent dicte un petit peu le marché, va peut-être faire des innovations, etc. Bon, le leader. Le deuxième, c'est le challenger, qui fait des innovations aussi. Lui, c'est donc s'il arrive en deuxième position, c'est juste une question de vocabulaire. On verra que les stratégies ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, en termes de communication, le leader a généralement pas intérêt à se comparer ni au challenger ni au numéro 3. Le challenger, par contre, va souvent se comparer au leader pour essayer de montrer au client, au consommateur, qu'il est sur le même niveau que lui. Le numéro 3, c'est celui qu'on appelle l'outsider. Voilà. Donc trois termes à connaître: leader, challenger et l'outsider, donc qui est en embuscade derrière les deux premiers. Continuons maintenant en parlant de parts de marché. Ah oui, alors les parts de marché, c'est sur un marché donné combien mon entreprise, combien mon produit représente des ventes.
Par exemple, si je dis que sur le marché des vins de Montbazillac, j'ai 5% de part de marché, ça veut dire quoi? Ah oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une bouteille sur 20, 5% ça fait une bouteille sur 20, est achetée, ou ça veut dire que sur 100 € de chiffre d'affaires, il y en a 5 qui reviennent à mon entreprise? Les parts de marché, on peut donc les exprimer de deux façons différentes. On peut les exprimer en volume, en nombre de bouteilles. Évidemment, ça peut être en kilos, ça peut être en unités vendues, ça peut être en litres, ou en valeur, et là, c'est exprimé en euros. Hein, les choses sont très très différentes. Pour le comprendre de façon intuitive, on peut prendre l'exemple de Wiko. Wiko faisait une pub l'an passé, vous l'avez peut-être vu sous forme d'affiche, où il disait de mémoire qu'ils étaient le premier vendeur de téléphone, la première marque de téléphone vendue en France. Oui, c'est vrai, mais attention, première marque de téléphone vendue en France, ça ne veut pas dire qu'ils avaient les plus grosses parts de marché en valeur. Ça veut dire qu'ils avaient la plus grosse part de marché en volume. On comprend aisément que quand on achète, donc quand on vend un Wiko à 100 €, ou quand on vend un iPhone à 800 €, évidemment, c'est pas la même chose. En termes de valeur, pour que Wiko soit à égalité en part de marché avec Apple, il faudrait qu'ils vendent 8 fois plus de téléphones, puisque les téléphones coûtent 8 fois moins cher. Donc on fait bien la différence entre part de marché en volume, part de marché en valeur. Parlons maintenant un petit peu de la concurrence. Continuons à parler de la concurrence en parlant des concurrents directs et des concurrents indirects. On en avait déjà parlé en matière de distribution quand on avait dit par exemple les concurrents du caviste où je suis en stage sont pour les concurrents directs les autres cavistes de la zone de chalandise, et pour les concurrents indirects les autres endroits où on peut acheter du vin à emporter, donc c'est-à-dire en gros la grande distribution, donc hypermarché, supermarché de la zone de chalandise. D'accord? Donc concurrent direct, c'est la même chose, c'est des produits, c'est des méthodes de vente comparables. Concurrent indirect, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, quand on est dans le cadre d'une entreprise de production, concurrent direct, c'est quelqu'un qui produit le même produit que moi. Je m'appelle Danone, je fais des Danone et fruits, donc des yaourts avec des morceaux de fruits dedans. Un concurrent direct, c'est Panier Dioplay. Panier Dioplay, ce sont des yaourts avec des morceaux de fruits dedans. Mais il n'y a pas que concurrents directs qui peuvent me prendre des parts de marché, parce que finalement, quand je mange mon dessert, je mange un yaourt, mais je peux aussi manger une compote. Et quand je mange une compote, je ne mange pas de yaourt. Et si je ne mange pas de yaourt, j'en achète pas, ou j'en achète moins. Donc, conclusion, les compotes vont être des concurrents indirects. C'est-à-dire, pour reprendre une définition, des produits, ou des entreprises qui vont vendre des produits qui ne sont pas les mêmes que mon entreprise, mais qui répondent aux mêmes besoins. Autre exemple, si je suis chauffeur de taxi, les transports en commun sont des concurrents indirects pour moi. Puisque si quelqu'un doit se déplacer d'un lieu à un autre, s'il prend le métro ou le bus, il ne prendra pas mon taxi. Merci pour votre attention.